RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour, Louis Dauphren. Ce matin, nous sommes à Angers pour les assises des départements de France. Et oui, les départements qui essaient de s'organiser face aux exigences budgétaires que l'on demande aux départements, à tout le monde, aux collectivités. Et ces départements aujourd'hui, donc, en attendant la parole de Michel Barnier demain, essaient déjà de poser les jalons, on l'a fait tout à l'heure dans l'invité des matinales, de savoir comment on peut faire des économies sans toucher aux fonctions essentielles des départements et du rôle qu'ils jouent sur les territoires. Et on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'économies à faire du côté des agences de l'État et moins du côté de la proximité. Donc comment cette proximité aujourd'hui peut être mise en péril par l'échéance fiscale, l'échéance du budget ? Eh bien, nos invités vont aussi devoir se prononcer sur ces questions-là parce que ça a évidemment des incidences politiques. Et évidemment, ce sont des invités angevins ce matin, puisque c'est ici à Angers où nous avons installé nos studios qu'ont lieu ces assises des départements de France. On en parle avec Anthony Taillefer, bonjour. Bonjour. Professeur de droit public à l'université d'Angers. Roch Brancourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Les Républicains des Pays de la Loire en charge des transports et adjoint au maire d'Angers. Et Simon Hollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent de circonscription pour le Maine-et-Loire. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Les auditeurs peuvent réagir à tout moment par mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Bienvenue, c'est le débat du jour. Et donc un an après la menace de suppression qui pesait sur eux, les départements se rassemblent en congrès donc à Angers jusqu'à demain avec la parole de Michel Barnier. Sur fond de coups de massue budgétaire, c'est l'expression de François Sauvadet. Un tiers d'entre eux sont déjà dans une situation économique difficile et 80% pourraient se retrouver dans une situation extrêmement délicate, voire en cessation de paiement à la fin donc, de l'année. Alors je ne sais plus si c'est 2025 ou 2026, mais peu importe, c'est une échéance extrêmement courte. Alors on va demander à nos invités comment ils évaluent cette situation et comment ils la prennent un petit peu en compte d'un point de vue politique, sachant qu'ils n'ont pas forcément de responsabilité départementale en tant que telle, mais que ça joue évidemment sur eux. On va peut-être s'adresser à vous-même, d'abord professeur de droit, vous êtes peut-être le tiers des dramatiseurs dans l'histoire. Voilà. Il faut souligner que dans le paysage décentralisé, le département occupe une place très particulière, dans la mesure où c'est le niveau de la solidarité, et que ces questions-là, liées à la solidarité, il faut quand même rappeler quelles sont les fonctions de ce type au département: l'aide sociale à l'enfance, le revenu de solidarité active, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap, etc. Ça veut dire que les départements sont concernés immédiatement lorsque la conjoncture économique, évidemment, se retourne. Dans la mesure, dès qu'elle se retourne, il y a une réduction de leurs recettes et un accroissement de leurs dépenses, précisément. Donc cet effet de ciseau-là est particulièrement marqué dans les départements. C'est la raison pour laquelle les dépenses sont difficilement maîtrisables en matière d'aide sociale. On pourra peut-être revenir sur le revenu de solidarité active entièrement entre les mains normatives de l'administration centrale et des gouvernements qui se succèdent. Donc on a un département qui est dans le paysage, encore une fois, décentralisé, occupe une place extrêmement particulière, c'est-à-dire en prise directe et très rapide dans les évolutions économiques. Regardons par exemple l'une de ses recettes, les droits de mutation à titre onéreux. Difficulté économique, on vend moins de bâtiments, on vend moins, on construit beaucoup moins. Évidemment, il y a une baisse de ces recettes. Donc, ce qu'on appelle les frais de notaire. Les frais de notaire, voilà, une partie d'entre eux vont au département. Donc, cette situation assez particulière font que je comprends effectivement l'émotion des représentants des départements aujourd'hui, étant précisé qu'il faut moins adresser ces critiques à l'État qu'à ceux qui représentent l'État. À un moment ou à un autre, il faut personnaliser politiquement ceux qui prennent ces décisions, c'est-à-dire les gouvernements, notamment actuels. Il y a eu d'autres décisions auparavant. Celles-ci sont plus drastiques, puisqu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui se compte. Et en matière de solidarité, je ne suis pas bien sûr que l'aphorisme que je viens de prononcer soit applicable et souhaitable. Juste un point institutionnel, Anthony Taillefer, sur quand vous dites c'est décentralisé, mais c'est faussement décentralisé, puisque justement le département ne décide pas
d'à peu près 70% de ses dépenses. Donc on n'est pas vraiment dans une décentralisation en réalité. On n'est pas vraiment dans une décentralisation, ou on est dans une décentralisation à mi-chemin, si vous voulez. C'est-à-dire que l'État a transféré les dépenses, mais il a conservé le pouvoir normatif, et puis on le voit, il conserve le pouvoir de maîtriser les ressources des départements. Là, je partage tout à fait votre analyse. Cette question de la décentralisation dans les départements est une question, mais elle se pose à tous les échelons. C'est toujours cela. La région aussi. On a ce tropisme centralisateur qui est un héritage à la fois historique et politique, mais c'est pas parce qu'il est un héritage que celui-ci doit encore être assumé. On doit aller plus loin dans la décentralisation. D'autres pays l'ont fait depuis longtemps, mais c'est lié à leur histoire, notamment dans les pays du Sud. Je laisse de côté les États fédérés. On doit être capable de faire cela. Je suis pas bien sûr d'ailleurs qu'en regroupant des régions, en regroupant des départements, on avance. Répond pas au problème. On répond pas à la question. Et en plus, on supprime cette dimension de proximité qui est attendue de la décentralisation. Comment se situe Roch Brancourt, les LR au nom desquels vous parlez un petit peu, enfin vous parlez même carrément, dans la mesure où il y a une culture quand même LR qui est celle d'une implantation d'élus qui est importante, et puis il y a aussi l'image aussi d'un parti de droite, aussi centralisateur, attaché peut-être aussi à une image assez gaulienne de l'histoire. Comment articulez-vous ça ? Je dirais qu'on est tous plein de contradictions. Et on a tous d'ailleurs des contradictions à résoudre ou à réconcilier. D'abord, on est dans une situation financière au niveau du pays qui est extrêmement mauvaise. Et on ne peut pas faire comme si ça n'était pas un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le même temps, le plus facile sans doute, le plus rapide, le plus accessible pour l'État, c'est de fermer le robinet ou de réduire la taille du filet d'eau dans tous les transferts de dotation qui sont faits aux collectivités. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace, et en plus, ça évite à l'État d'avoir à se remettre en cause lui-même, ou en tout cas, voilà. Et c'est vraiment un reproche qu'on peut faire. Et moi, je suis les Républicains, mais je suis aussi et avant tout un élu local. Et à ce titre-là, comme beaucoup de mes collègues élus locaux, qu'ils soient LR, de droite ou pas, on est extrêmement remonté contre le fait que à chaque fois, lorsque l'État a besoin de faire des efforts budgétaires, il vient ponctionner dans les ressources des collectivités locales qu'il lui transfère régulièrement par dotation. Et on a le sentiment, et c'est un peu plus qu'un sentiment, qu'il n'y a pas une remise en cause sur ses propres dépenses, sur son propre dimensionnement de dépenses avant d'aller ponctionner les ressources des collectivités locales. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et puis après, on a la difficulté qu'effectivement, on est dans une décentralisation qui se voit un peu faussée et qui d'ailleurs, et je crois que beaucoup de spécialistes du sujet le disent, c'est a un peu reculé ces dernières années. Parce que finalement, on a assisté à une centralisation de la ressource des collectivités locales. Donc, par exemple tout simplement, taxe d'habitation. On supprime la taxe d'habitation lorsque le président Macron, dans un acte d'un grand centralisme, mais tout le monde sait désormais que c'est un président très centralisateur, eh bien, il a centralisé, il a aboli la taxe d'habitation, qui était une des principales ressources pour les communes, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez des citoyens dans une même ville qui ne payent plus d'impôts locaux, puisque si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne payez pas de taxe foncière, et donc si vous ne payez pas de taxe d'habitation, vous ne payez plus d'impôts local. Donc quand vous êtes maire, aujourd'hui, vous avez dans vos rues, dans votre ville, deux catégories de citoyens, ceux qui payent l'impôt local, ceux qui ne payent pas l'impôt local. Voilà. Alors après, c'est à travers la TVA, à la limite, qu'on finance. Mais la TVA, c'est un impôt national, c'est de l'argent qui va à l'État, et c'est en privant les communes et le bloc local de recettes fiscales propres. Vous les avez aussi privés d'une liberté, d'une autonomie. Vous avez porté atteinte à la liberté communale. Et c'est un principe essentiel, je pense, de la subsidiarité qui est au cœur, à la racine de la décentralisation. Simon Hollet, il faut assumer cette dimension du macronisme, parce que là, vous êtes mis en cause directement par Roch Brancourt, d'une certaine façon, qui se montre plus girondin que jacobin, alors qu'Emmanuel Macron, là-dessus, est inflexible du côté de l'État central. C'est vrai que sur la suppression de la taxe d'habitation, l'idée n'était pas de supprimer l'autonomie fiscale des collectivités, l'idée était de redonner du pouvoir d'achat aux Français, et je crois sincèrement que ce pan-là, de dire que l'autonomie fiscale des collectivités territoriales a été réduite, on doit l'assumer et on doit y répondre. C'est-à-dire que concrètement, oui, il fallait redonner du pouvoir d'achat aux Français. À ce moment-là, il fallait le faire. Mais c'est un fait
qu'aujourd'hui, il faut aussi redonner de l'autonomie fiscale aux collectivités territoriales, redessiner cette décentralisation. On a essayé d'ailleurs d'aller vers un acte 4 de la décentralisation en offrant justement une véritable réflexion. Alors ça n'avait pas véritablement abouti, mais je crois qu'il va falloir qu'on y aille, parce que je crois que c'est peut-être ce sur quoi on va pouvoir se retrouver. Des collectivités territoriales, dans le cadre d'une décentralisation inscrite dans notre Constitution, si on ne leur offre pas à la fois une autonomie fiscale et une autonomie de dépenses, en fait, vous n'avez pas de collectivité territoriale, il n'y a pas de sens politique à aller voter pour des conseils départementaux, à aller voter pour des conseils régionaux. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les participations aux élections départementales et régionales. Pourquoi les gens ne vont pas voter? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas attachés au département, c'est tout simplement que quand vous votez pour un conseil départemental, qu'il soit de droite ou de gauche, sincèrement, ça ne change strictement rien. Que vous votiez pour un conseil régional ou départemental, qu'il soit de droite ou de gauche, alors évidemment, à la marge, il y a quelques petites choses qui changent, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Je suis moi-même enseignant. Je suis dans un lycée. Les régions, d'économie. Concrètement, dans les lycées sont pour les régions. Quand vous êtes une région, vous construisez les lycées. Alors oui, ils sont un peu plus verts par-ci ou par-là. Qu'est-ce que ça change? C'est ça qui est important, qu'il va falloir qu'on règle. Mais honnêtement, le citoyen n'y comprend rien. Le lycée pour la région, le collège pour le département. Pourquoi avoir fait ce choix? Pour moi, ça n'a aucun sens. Et je crois qu'il va Tout falloir... devrait aller à l'État? Non, alors au contraire, je crois qu'il va falloir qu'on aille vers un acte de la décentralisation, qu'on aille au-delà de cet acte de décentralisation qui consiste tout simplement à offrir toujours des compétences sans véritablement donner d'ailleurs les financements, mais qu'on aille vers une véritable réflexion sur qu'est-ce que l'on veut comme collectivité territoriale. Est-ce que le département a encore du sens? Est-ce que les régions même ont encore du sens? Il en a un pour vous? Simon Ollel, le département. Pour moi, en tant que tel, sans regroupement qu'on pourrait imaginer, par exemple Savoie, Haute-Savoie, Bas-Rhin, Haut-Rhin, etc. Les regroupements n'ont aucun sens. Mais par contre, si en effet on réfléchit à l'intérêt du département, cet intérêt, c'est la proximité. Pourquoi est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas donner les compétences aujourd'hui acquises au département de solidarité aux agglomérations de communes, par exemple? On serait sur des sortes de bassins de vie, il y aurait un sens, on connaîtrait les gens à qui on offre ces minimums sociaux. Il faudra quand même aussi réfléchir à, du coup, qui est-ce qui décide des critères pour obtenir ces minimums sociaux? Parce que là aussi, on ne réglerait pas le problème. C'est-à-dire que si on dit le RSA est fixé à cette condition, il faut faire ça pour avoir le RSA, et par ailleurs le montant est de temps, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt que ce soit un interlocuteur comme l'agglomération ou le département de le distribuer? Je suis un homme politique. Est-ce que j'ai intérêt à me présenter à une élection comme celle-là? Puisque de toute façon, tout est décidé pour moi en termes de dépenses et tout est décidé pour moi en termes de fiscalité. J'ai quelques marges de manœuvre pour des subventions pour les associations, j'ai quelques marges de manœuvre sur l'aide à l'enfance pour savoir vers où je vais prioritairement, mais globalement, l'aide à l'enfance, c'est la même chose. Voilà, à un moment donné, réfléchissons sérieusement et peut-être que d'ailleurs on réglera aussi le problème démocratique, c'est-à-dire que concrètement, nous aurons des élections qui deviendront plus pertinentes parce que tout simplement, il y aura des véritables choix politiques à faire pour les citoyens et pour les élus qui les représentent. Si on suit votre raisonnement alors, Simon Ollel, ça veut dire que désormais, il faut s'attacher à ce que chaque collectivité ait à la fois la main sur son impôt et sur ses dépenses, mais ce qui peut impliquer une différence de traitement selon que vous habitiez en Alsace, dans les Pyrénées ou à Lille. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que si on fait des choix politiques, quand on a des élus, des représentants politiques, pourquoi est-ce qu'on élit des gens différents d'une collectivité à une autre? C'est pour que justement les politiques soient différentes. Donc oui, il faut qu'on fasse ce choix-là. Alors après, on n'est pas pour autant dans l'idée que les collectivités se débrouillent. Vous avez des collectivités dans lesquelles le taux de chômage est très haut, donc dans lesquelles les recettes fiscales vont certainement être un peu plus basses parce que par définition, moins d'entreprises, moins de revenus, etc. On peut penser à une dotation de péréquation pour faire en sorte que, par exemple, l'ouest parisien paye pour l'est parisien. Enfin, je schématise. Mais, ce qui se fait déjà, beaucoup. Ce qui se fait déjà, d'ailleurs, dans le cadre d'une dotation de péréquation. Mais l'idée, c'est de supprimer les dotations de financement et de ne garder que les dotations de péréquation dans le cadre de véritables collectivités qui ont de véritables enjeux de politique avec des choix politiques forts d'une majorité qui soit de droite ou de gauche. Et peut-être que d'ailleurs, le débat droite-gauche pourrait revenir sur la table à ce moment-là, puisque du coup, il y aurait un vrai choix politique. Et pourtant, vous êtes Renaissance, donc je ne sais pas si le débat droite-gauche vous arrange vraiment. Moi, le débat droite-gauche m'arrange parce que je préfère le débat droite-gauche à un débat extrême-droite et extrême-gauche. Voilà, et en l'occurrence... ça fait du bien d'entendre. À mon sens, ça a encore du sens. Pour moi, ça a encore du sens de faire cette distinction. La question, c'est par contre, est-ce qu'on doit être forcément
entièrement de droite ou entièrement de gauche. Je pense qu'il faut être les deux. Les centristes sont dans cette optique-là. Dans le en même temps, en effet. Mais d'ailleurs, on vient de faire le en même temps. C'est-à-dire que le en même temps, on vient de le faire. On vient de dire il faut qu'il y ait de l'autonomie fiscale et en même temps, il faut que des collectivités qui sont plus pauvres parce que leurs populations sont plus pauvres, etc., puissent recevoir des collectivités qui sont plus riches. Dit sur le papier, ça marche pas mal, hein. Non, mais ce qu'il faut, c'est de la constance. Ce qu'il faut, c'est aussi de la constance, parce que sans faire jeu de mots sur le en même temps, le problème du en même temps, c'est que c'est successivement et de manière variable et sans jamais aucune continuité, dans un sens ou dans l'autre. Typiquement, c'est la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on entend les gens de chez Renaissance et les macronistes nous dire oui, il faut de l'autonomie fiscale pour les collectivités, mais c'est Emmanuel Macron qui a détruit cette autonomie fiscale. Donc on ne peut pas successivement, ou en tout cas il faut à un moment se fixer un cap et s'y tenir. Et si je dis ça, c'est aussi concernant les dotations des collectivités territoriales. Je pense que les dotations de transfert qui viennent de l'État auprès des collectivités territoriales, elles sont en quelque sorte, d'une certaine manière, indues. C'est-à-dire qu'elles sont liées à des centralisations de fiscalité qui ont eu lieu dans le passé et en contrepartie desquelles l'État s'était engagé à retransférer une somme fixe et dans la durée, qui est souvent revalorisée à un engagement inférieur. Voilà. Et donc cet engagement, il faut que l'État s'organise pour le tenir. Et donc ces dotations, elles ne doivent pas servir de variable d'ajustement budgétaire, sachant que dans le même temps, on sait aussi que sur le terrain, on a une administration d'État qui souvent vient en redondance de l'administration des collectivités territoriales pour contrôler a priori l'action des collectivités territoriales sur des domaines de compétences qui sont celles des collectivités territoriales. Et ça, c'est un véritable problème, puisqu'on a une culture non seulement très centralisatrice en France, mais aussi du contrôle a priori. Moi, je ne suis pas du tout un anglo-saxon et un partisan de... J'ai aucun problème avec la tradition française, mais je pense qu'on a poussé trop loin cette logique du contrôle a priori qui était une défiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes maire, quand vous êtes président d'un exécutif local, tout vous arrêtez, toutes vos décisions, tout ce que vous prenez est passé au peigne fin par les services de l'État dans les préfectures en amont pour vérifier si vous allez bien respecter la loi. Alors qu'il faudrait au contraire alléger un petit peu tous les effets, voilà, faire confiance, ne pas mettre toutes ces ressources dans le contrôle a priori, mais au contraire se donner les moyens de faire des contrôles a posteriori. Vous n'avez pas respecté la loi, c'est constaté, c'est sanctionné. Et donc il y a aussi là des sources d'économie importantes à faire du côté des services de l'État et pour redonner à la fois de la liberté et des moyens aux collectivités territoriales. Pourquoi sont-ils tenus en laisse les exécutifs locaux, Anthony Taillefer ? Alors on a deux aspects pour le temps qui nous reste. Premier aspect, il faut arrêter de s'épuiser à dire est-ce qu'on supprime tel ou tel niveau. Non, il faut clarifier les compétences, que les citoyens identifient bien que c'est le département qui fait ça. Parce que c'est pas clair. Ça, c'est la lisibilité. Éviter ces croisements de compétences, ça c'est le premier point. Deuxième point, l'autonomie fiscale. On n'arrête pas j'entends des élus presque tous les jours réclamer l'autonomie fiscale, mais en réalité, on la rogne. On l'a fait avec le département en remplaçant la taxe foncière par une part de TVA. Il faut que l'autonomie fiscale devienne un principe constitutionnel, ce que refuse le Conseil constitutionnel. Et donc, attendons, puisqu'il parle d'autonomie financière, je pourrais vous expliquer cela, mais laissons ça. Il faut faire de l'autonomie fiscale un principe constitutionnel qui permettrait de donner quelques pouvoirs de décision au comité des finances locales qui représente un certain nombre d'élus. J'ai plein d'idées là-dessus, j'ai travaillé, j'ai publié des textes autour de la là-dessus. table. Il faut toujours un professeur de droit public autour de la table pour expliquer en quoi. Oui, en un mot, Louis Non, Dauphren. au passage, la question de la subsidiarité qui est clé dans l'Église catholique, quand même, qui postule quand même qu'il y ait une maîtrise de la décision locale et que le public soit accessible à la sanction par rapport aux décisions qui sont tout de suite prises. après la pause. Écoute dans la nuit, Marie-Leila Coussa. Quelles sont les rencontres qui ont changé votre vie ? Si nos chemins sont jalonnés d'embûches et nos vies marquées par les difficultés, il est de ces rencontres qui nous montrent que ce ne sont pas des fatalités, mais au contraire des opportunités. Alors ce soir, rejoignez-nous pour en parler dès 21h dans Écoute dans la nuit. L'aide à l'église en détresse rend hommage à tous les prêtres tués dans l'année lors d'une veillée de prière, la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent du Burkina Faso, pays en proie aux attaques djihadistes de plus en plus nombreuses, de l'Arménie où plus de 120 000 personnes ont dû fuir leurs terres ancestrales et du Pakistan où la loi anti-blasphème fait régner la terreur. Retrouvons-nous du 17 au 22 novembre à Ajaccio, Rennes, Versailles, Bayonne et Paris. Venez prier avec eux, venez prier pour eux, venez à la nuit des témoins. Renseignements sur aed-france.org. Vous écoutez RCF à Bruxelles sur le 107.6 et à Aurillac sur le 89.4.
Tous les jeudis, RCF vous propose la messe pour les malades. En direct de la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, cette messe est célébrée à l'intention des malades. Unissons-nous par la prière chaque jeudi à 14h30 et quand vous le souhaitez sur l'application RCF. Le débat continue juste après le retour de l'information. 9h30, Cécile Mérieux. 2 semaines après les inondations meurtrières en Espagne, le littoral de Valence est à nouveau en alerte rouge depuis hier soir. Frappé par de nouvelles pluies torrentielles, les autorités prévoient un niveau de risque très élevé pour la population, restriction de circulation et suspension des classes dans plus d'une centaine de communes. La tension entre Israël et le Hezbollah monte encore d'un cran. Hier, 6 soldats israéliens sont morts dans des frappes contre le Liban, ont fait au moins 8 morts. Dans son rapport publié aujourd'hui, l'ONG Human Rights Watch estime que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève, selon elle, de crimes de guerre. Plus d'1 million de personnes en précarité, accompagnées par le Secours catholique Caritas France, et la moitié de ces personnes sont des enfants. Ce sont les chiffres 2023 que publie l'association dans son rapport de l'état de la pauvreté en France. 95% des ménages rencontrés ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, 74% sont même en situation d'extrême pauvreté. D'ultimes négociations sur l'assurance chômage et l'emploi des seniors commencent. Syndicats et patronat vont tenter de finaliser les nouvelles conditions d'indemnisation des chômeurs à partir de janvier. Autre sujet sur la table, un accord sur l'emploi des seniors réclamé par les syndicats après la réforme des retraites. Nouvel épisode de tension entre Paris et Bakou. La ministre de la Transition écologique annule son déplacement à la COP29 sur fond de tension avec l'Azerbaïdjan. Agnès Pannier-Runacher juge inacceptable les attaques du président azerbaïdjanais contre la France et l'Europe. Il a réitéré hier ses critiques contre Paris, citant l'histoire coloniale de la France et parlant de crimes du régime du président Macron dans ses territoires d'outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie. Le procès des détournements de fonds européens par le RN se poursuit. Hier, l'accusation a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Cette peine pourrait être assortie d'une exécution provisoire qui pourrait priver Marine Le Pen, déjà triplement candidate, de se représenter aux élections présidentielles de 2027. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouve à 10h avec Melchior Gormand dans Je pense donc j'agis pour un nouveau point sur l'information. 9h32, il n'est pas 9h10, il est bien 9h32, la suite du débat du jour, Louis Dauphren. Oui, on peut peut-être représenter nos invités, Pierruc, parce que, faut-il le préciser, ils ne sont pas élus locaux en tant que tels, mais ils s'expriment sur des réalités locales. Enfin si, oui, on a le vice-président de la région Pays de la Loire. La région Pays de la Loire, ce n'est pas rien, c'est vrai. Non, mais je disais, ils ne sont pas nécessairement maires en contact avec cette proximité immédiate qui sont les interlocuteurs de certaines situations, puisqu'on va parler de ce qui se passe à Cholet avec la fermeture de l'usine Michelin. Effectivement, nous sommes avec donc Simon Holler, référent Renaissance pour le Maine-et-Loire, Roch Brancourt, vice-président Les Républicains de la région Pays de la Loire en charge des transports, Anthony Taillefer, professeur de droit public à l'université d'Angers. Vous l'avez reconnu, que des personnes de Maine-et-Loire, puisque nous sommes ce matin à Angers. Et donc le Maine-et-Loire qui est touché à travers donc, alors là on passe non pas du côté des finances publiques, mais plutôt de la réalité de l'économie et des lois de l'économie qui s'appliquent à une grande entreprise, fleuron de l'image de la France aussi à l'étranger. C'est le groupe Michelin qui va fermer 2 usines. Il y a Vannes dans le Morbihan et puis Cholet dans le sud du département qui lui-même, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le Maine-et-Loire, le sud et l'ouest sont plus industriels que ne le sont l'Est et apparemment du département. Il y a un clivage assez important entre un bassin industriel qui nous rapproche de l'Ouest et du littoral et puis l'Est qui est moins industriel. Et donc là, c'est quand même un coup dur pour le département. Comment le percevez-vous? Comment l'analysez-vous? Sachant que Michelin a programmé cette fermeture, qu'il y a 1300 personnes qui sont quand même qui risquent de se retrouver, qui vont se retrouver en 2026 sur le carreau. Roch Brancourt. D'abord, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un coup dur d'abord pour les familles de tous ces personnes qui vont perdre leur emploi chez Michelin. D'autant plus un coup dur que la manière dont le groupe Michelin, et ça a surpris beaucoup de monde car c'est un groupe qui a une réputation très sociale et humaine, mais qui a annoncé cette décision de façon très rude
inhumaine. Mais au-delà de cette émotion, c'est un coup dur aussi pour bien sûr le territoire, mais aussi pour notre pays, pour la France, parce que au moment où on se targue de vouloir réindustrialiser, rapatrier en France des capacités productives, eh bien, on voit un de nos fleurons industriels qui se trouve contraint de fermer 2 sites majeurs avec plus de 1300 emplois dans l'Ouest. Et ça crée une grande inquiétude. Alors, je pense que ça signe aussi une sorte de retour du réel sur cette question de la réindustrialisation. Et là, les responsables politiques... Pourquoi retour du réel ? Parce que finalement, on a beaucoup dit qu'on allait créer les conditions pour réindustrialiser le pays et faire revenir en France des capacités productives. Mais la réalité que nous disent eux-mêmes les industriels, quand on les interroge, c'est qu'on a peut-être freiner le processus de désindustrialisation, mais il ne semble pas qu'on soit véritablement dans une dynamique de réindustrialisation. C'est ce que beaucoup d'industriels le disent, et c'est accru par le fait que la filière automobile, qui est une composante importante, si on prend tous ces acteurs, hein, que ce soit les fabricants, les sous-traitants, tous les sous-traitants de premier, second, troisième rang, eh bien, est durement frappés par les mutations du secteur, on l'observe, et donc c'est un sujet de préoccupation important, je le crois, oui. Anthony Taillefer. Oui, la fermeture d'usines par une multinationale, je pense que la question ne se pose pas dans les mêmes termes que la fermeture d'une entreprise, d'une usine, dont l'activité est nationale, peut-être à peine européenne. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il faut quand même regarder la situation de cette entreprise, qui est Michelin, qui est très différente de la situation de Auchan, par exemple, hein, qui aujourd'hui aussi licencie. On a une entreprise qui a quand même distribué plus d'1 milliard de dividendes l'année dernière, en 2023, et qui voit son taux de profit passer en dessous de 2 chiffres, mais enfin, il y a toujours un taux de profit, et qui décide pour le maintenir, parce que regardez le niveau des actions. Hein, quand on licencie, les actions montent. Moi, je trouve que cette manière de faire ressemble à un pillage par moment. J'utilise un mot très fort parce qu'il faut penser à la situation des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser l'intérêt particulier d'actionnaires de grandes entreprises comme cela, au nom de pseudo-lois de l'économie, à opposer, j'allais dire, aux lois adoptées démocratiquement? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des aides apportées à cette entreprise, on a créé des structurations, des investissements, etc., pour qu'elle puisse se déployer, et puis tout d'un coup, les dividendes à distribuer aux actionnaires vont diminuer, donc on s'en va. Arcelor avait fait cela, hein, vous vous souvenez de l'affaire Florange, où une loi avait été adoptée pour essayer de limiter ces décisions de ce type. Encore une fois, c'est une situation particulière. Une entreprise qui dégage des bénéfices importants, certes qui ne vont peut-être pas se développer, mais qui seront toujours importants, à la manière dont c'est géré au niveau international, qui va rechercher de la délocalisation, hein, pour développer son activité ailleurs. Parce que l'énergie est trop chère. C'est un vrai sujet. Hein, c'est un vrai sujet. Et alors, quant à dire que le pays se désindustrialise, non, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, l'élection de Trump va bouleverser les choses, notamment puisqu'on sort de décennies où on a développé la réduction des droits de douane. Ils vont augmenter de façon drastique. L'Union européenne vient de déposer la Commission plusieurs recommandations qui vont dans ce sens. Donc, le paysage va être bouleversé. Et puis surtout, les chaînes de valeur internationales sont en danger. Hein, aujourd'hui, avec les conflits géopolitiques. Autrement dit, on a basculé, on a changé de monde depuis une dizaine d'années. Ce qu'on appelle les chaînes de valeur, c'est la manière dont un produit est tout simplement fabriqué. On va faire fabriquer une pièce dans un pays, une autre pièce ailleurs. On voit que tout ça est en plein bouleversement. On voit la montée du protectionnisme. On voit la montée des nationalismes. Ce que nous sommes en train de dire ici est probablement que Michelin a des vues géopolitiques. Il voit très bien ce qui se passe au niveau international et qu'il est en train d'organiser cela en tenant compte. Donc, encore une fois, moi je pense que l'intérêt général doit pouvoir l'emporter sur l'intérêt particulier de l'actionnaire. Sur la rémunération... Pardon, mais c'est complètement hors sol comme lecture de la situation. Interroger les industriels, interroger l'ensemble des acteurs industriels, qui soient sur un marché international, européen ou français. Aujourd'hui, l'industrie a des difficultés
à pouvoir se réimplanter en France, se développer. Ça ne contredit pas ce que je dis. Ça ne contredit pas ce que je dis. Qu'est-ce qui est hors sol? Vous dites que ça ne contredit pas ce que je dis. Ça ne le contredit pas. Je pense pas en même temps, même s'il y a un de... macronien parmi nous, pas en même temps, s'il vous plaît. Roch Brancourt, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vient de dire Anthony Taillefer, c'est très sympathique, mais les réalités qui sont celles du monde économique et industriel sont telles qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les entreprises industrielles de conserver. Non, c'est une interprétation des réalités, comme toujours. Non, c'est pas une On appelle réalité une interprétation. Faisons le bilan de la création d'emplois industriels ces dernières années et des projets de construction d'emplois industriels en France. C'est en ce moment, c'est relativement décevant et certainement pas rassurant pour l'avenir de notre pays. Juste Anthony Taillefer, quand vous dites sur la rémunération du capital, les actionnaires sont là effectivement pour être rémunérés puisqu'ils ont pris le risque d'investir leur capital. Jusqu'à quel niveau? C'est le sujet. On peut prendre des lois pour limiter le niveau et obliger l'entreprise à réinvestir. On est dans un monde globalisé. Non, vous avez mis en place, les Républicains ont même mis une place à un moment donné, une taxation précisément pour obliger les entreprises à réinvestir leurs bénéfices. Anthony Taillefer, on pourrait vous opposer que dans un monde globalisé, eh bien Michelin se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises qui sont aux États-Unis. Je viens de dire que la globalisation, on prend des coups aujourd'hui avec le problème des chaînes de valeur et l'élection de Trump. C'était déjà le cas avec Biden. Pour s'aligner au monde globalisé dans lequel on vit, on est obligé de s'adapter quelque part. Est-ce que Michelin dit, voilà, en fait, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ce qu'on voit en Chine, avec ce qu'on voit aux États-Unis, on ne pourra pas maintenir un niveau de production tel, et donc on est obligé de le faire. C'est trop cher de produire en France, c'est trop cher. Non mais voilà, c'est ce que... Regardons l'état de la globalisation. Cette globalisation, on voit bien qu'elle est aujourd'hui complètement contrariée et qu'aujourd'hui les multinationales en tiennent compte. BYD va produire ses voitures en Hongrie. BYD va produire ses voitures en Hongrie pour contourner la réglementation européenne des barrières aux frontières. On peut avoir une autre analyse, dire comment se fait-il qu'on n'a pas anticipé quand on est des grands groupes comme cela qui se targuent de distribuer des dividendes aussi importants, anticiper la baisse évidemment de l'utilisation des voitures, l'obligation d'assurer des transitions compte tenu du réchauffement climatique. Il y a une responsabilité des dirigeants et des actionnaires là-dessus. Ils sont irresponsables. C'est bien là le problème. Un responsable politique va avoir sa responsabilité engagée. Pourquoi aujourd'hui des décisions de personnes privées qui ont des conséquences aussi importantes au niveau international et local sont irresponsables? C'est la question. Alors je voudrais justement vous faire réagir sur ces deux points, Simon Allet et puis Roch Brancourt. Le premier, c'est l'obligation de réinvestir. Et puis le second, c'est le caractère irresponsable des grands groupes qui, si on vous suit, regardent à court terme parce que ce qui compte, c'est le cours de l'action et c'est le profit qu'on va pouvoir dégager. Simon Allet. Alors, je ne reviendrai pas sur la situation de Michelin. C'est vrai que on connaît tous quelqu'un qui travaille à Michelin quand on est dans le Maine-et-Loire. Donc, en fait, c'est évidemment triste pour les personnes qui vont perdre leur emploi. La question, c'est donc d'accompagner ces personnes et faire en sorte qu'elles restent demain des emplois industriels qui puissent faire rayonner à la fois notre territoire et rayonner le pays. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus globale des choses. Et concrètement, aujourd'hui, on a un gros problème, en effet, de politique industrielle. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République, il avait en effet une véritable ambition de politique industrielle qui a quand même, il faut quand même qu'on se le dise, porté un peu ses fruits. Évidemment, on a toujours envie d'aller plus loin, mais on a quand même créé plus d'emplois industriels depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'on en a détruit. Donc c'est quand même une vraie réussite. On a d'ailleurs énormément de projets industriels massifs qui se sont prononcés avec la création d'un certain nombre de méga-usines dans le nord, dans le sud, sur les panneaux solaires, sur les batteries, etc. Et je crois que c'est là où il va falloir qu'on ait une politique industrielle intelligente. Si on est toujours dans une politique industrielle... Ça passe par quoi, ça ? En fait, si on est toujours dans le rattrapage, si on est toujours dans se dire, OK, alors les Chinois sont excellents sur la construction des voitures électriques, c'est un fait. Si aujourd'hui, nous, nos industriels se disent, OK, on va essayer de rattraper, nous ne rattraperons jamais. Il faut qu'on soit les premiers sur les domaines de demain. Et les domaines de demain, c'est notamment les domaines de la transition. On est très fort. On a une industrie du verre qui, en France, en Europe, en règle générale, est incroyablement puissante. Soyons donc intelligents, mobilisons de l'argent dans cette industrie du verre
faisons comme les Américains. Du verre les VERS. Oui, non, du verre VERT. Mais concrètement... D'accord. Non, mais vers la transition, vers quoi? C'est ce que je me posais comme question. Mais transitionner, bon... Quand les Américains, en fait, aujourd'hui, ils sont en train de nous rattraper sur l'industrie du verre. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que les Américains, qui sont les plus grands pollueurs au monde, sont en train de subventionner massivement les entreprises avec la dernière loi américaine, qui vise en fait à les subventionner massivement pour qu'ils investissent. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour nos industries? On leur crée des normes qui en fait font qu'ils partent et obtiennent en 3 semaines. Un exemple, par exemple, on a en France... Un ciment, il ne reste plus qu'un cimentier en France. Il y a un cimentier qui fabrique du ciment. Ce ciment, il crée, il y a un gros problème de carbone. Ce n'est plus Lafarge. Non, c'est plus Lafarge. Parce que Lafarge a été racheté par un Suisse. Donc voilà, c'est plus Lafarge. Donc concrètement, on n'en a plus qu'un. En fait, quand j'écoutais récemment la PDG de cette entreprise qui nous disait que en France, quand en fait, elle est confrontée à énormément de normes qui l'obligent à aller vers une décarbonation, ce qui en fait est son objectif. Mais en réalité, ces normes lui créer des amendes si elle n'atteint pas des objectifs, alors qu'aux États-Unis, au contraire, ils ont fait la politique industrielle intelligente, où ils ont mis en place des subventions massives. En 3 semaines, elle obtient ses subventions simplement en faisant une demande, et du coup, elle délocalise une partie de sa production. C'est ça, la grosse problématique, ça reste toujours la bureaucratisation, ça reste le fait que quand une entreprise, aujourd'hui, souhaite avoir des subventions, il faut qu'elle ait une subvention de la commune, du département, de la région, etc. On revient au débat de tout à l'heure. Et en fait, Et tout le monde devient des chasseurs de subventions. Hein. Et on devient des chasseurs de subventions. Les élus sont des chasseurs de subventions, les entreprises sont des chasseurs de subventions, les citoyens sont eux-mêmes des chasseurs d'aide sociale, parce qu'il y en a 150 et en fait, même plus que ça. Et en réalité, il faut aller sur chacun des clichés pour les avoir. Ma femme, en ce moment, est enceinte. Le combat pour avoir accès à des aides qui existent, alors d'ailleurs on est en train de découvrir tout ça. Tout le monde est d'accord. Sur le plateau, tout le monde est d'accord pour dire ça. Pourquoi ça change pas? Oui, mais sauf que ça a des impacts sur la politique industrielle. Et là, c'est plus important parce que du coup, on ne crée en France que des emplois qui ne sont des emplois que de basse valeur ajoutée. Et donc, on ne crée pas des emplois industriels qualifiés qui puissent demain faire de l'innovation et faire en sorte que demain, on soit les meilleurs sur tel ou tel domaine. C'est ça. Les cerveaux s'en vont si on remonte aux États-Unis. Roch Bancourt. Si on remonte encore un peu à la cause de ces difficultés, excès de normes. D'une part, excès de normes. Bien sûr que oui. Et aussi excès de normes et de pointillisme et d'administration administrante dans l'attribution des autorisations. Aujourd'hui, les délais dans lesquels vous pouvez créer un nouveau site industriel, implanter un nouveau process, faire une extension de votre usine, etc., c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus long que dans beaucoup d'autres pays, y compris occidentaux, à commencer par les États-Unis. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et ça, je suis désolé, nos amis macronistes au niveau de l'Union européenne ont été très allants, malheureusement, dans ce domaine. C'est le rythme auquel on veut imposer à notre économie et nos acteurs industriels les transitions. C'est quand même invraisemblable. Vous avez cité le cas des États-Unis. Vous avez cité le cas des États-Unis. Effectivement, les États-Unis, avant, ils incitent à la transition, au changement, à l'innovation. Mais en parallèle, ils ne mettent pas le couteau sous la gorge, le fusil dans les reins de manière intenable à leurs acteurs industriels. C'est ce que nous faisons en France. En Europe, lorsqu'on demande aux acteurs de l'industrie automobile à des horizons très courts d'avoir fait muter totalement leur outil industriel, le savoir-faire de leurs salariés, etc. Mais c'est leur responsabilité quelque part. Oui, on parle de la responsabilité des entreprises. C'est leur responsabilité, mais on ne doit pas s'exonérer d'un peu de réalisme dans la capacité dans laquelle tous les acteurs industriels peuvent gérer ce que vous critiquez, c'est le côté disciplinaire. Il y a un côté disciplinaire normatif en France qui est insupportable, alors que les pays anglo-saxons jouent collectif, qui est excessif, et incitent. Oui, il faut des règles. Oui, il faut des règles. Oui, il faut des échéances. Mais il faut aussi donner le temps à toute cette filière, ces acteurs industriels de faire cette transition. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller trop vite, ils ne peuvent pas tenir, donc effectivement ils ferment des sites, ils n'ont pas le temps de faire ces transitions, et par ailleurs, pour innover, faire des nouvelles choses, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop long, donc il faut aller très vite pour arrêter de faire des choses qu'on sait faire depuis longtemps, et il faut beaucoup de temps pour faire des nouvelles choses. Donc il faut inverser le sens des choses, c'est une certitude. Et puis dernier mot quand même, au moment où l'Europe s'apprête à signer le Mercosur, il faut aussi davantage protéger donc, accord commercial avec l'Amérique latine. Équité dans les relations internationales. Simon Hollet. Alors, il y a plusieurs choses. En réalité, regardons un petit peu quelles sont les plus grosses entreprises en Europe et quelles sont les plus grosses entreprises aux États-Unis, en Chine, etc. En Chine, les plus grosses entreprises, en Chine et aux États-Unis d'ailleurs, les plus grosses entreprises, ce sont des entreprises qui ont moins de 20 ans.
Le CAC 40 aujourd'hui, ce sont des entreprises centenaires. C'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, nous, on essaye en permanence de sauver nos industries vieillissantes. On essaye en permanence. Alors, à mon sens, d'ailleurs, sur l'automobile... Je suis pas d'accord, c'est plutôt une force. Sur l'automobile, et d'ailleurs, vous vous contredisez aussi sur le Mercosur, parce que pour le coup, le Mercosur, il est très favorable à notre industrie automobile. C'est d'ailleurs, les lobbies automobiles cherchent... C'est d'ailleurs l'objet principal. C'est révélateur d'un état d'esprit. Mais en effet, je suis assez d'accord qu'il ne faut pas le signer, mais pour d'autres raisons que celle-ci. Mais concrètement, aujourd'hui, en fait, il faut, pour les normes, il faut qu'on mette en place des normes parce que nous avons des enjeux de transition environnementale qui sont qui sont vraiment colossales. Donc il faut qu'on mette en place des normes. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une transition vers l'électrique pour les véhicules. C'est absolument nécessaire. Qu'on le fasse par la forme de sanctions, d'amendes, c'est complètement absurde. Ça, je le concède. Mais néanmoins, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrête de mettre des normes, qu'on facilite les autorisations pour les entreprises innovantes qui, demain, seront les fleurons français et européens. Mais pourquoi, par exemple, quand vous avez la LinkedIn... Startup Nation, c'était Emmanuel Macron. Pourquoi, oui. dans le temps de sa mandature, qui a quand même été assez long, les succès qu'il a obtenus sur l'emploi, certes, il n'en récolte pas beaucoup de gains médiatiques en termes d'image, mais passons. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le temps de mettre ça en place ? Tout simplement parce qu'en fait, une politique industrielle et une politique qui vise à encourager au risque entrepreneurial, c'est pas une politique qui porte ses fruits en 5 ans ou même en 7 ans. C'est une politique qui porte ses fruits sur 20 ans. Donc une politique industrielle, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça aura des politiques pour 20 ans. C'est exactement la même chose pour le nucléaire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quand on construit des centrales nucléaires supplémentaires, ça va apporter ses fruits que dans 5, 6, 7, 10 ans. Donc c'est ça. Commencer par ne pas en fermer. Oui, Nicole nous écoute et elle réagit par mail. Merci pour les débats cruciaux comme celui-ci. Pourquoi les premiers concernés, comme nous, citoyens, habitants de notre commune, notre département, ne sommes-nous pas mieux intégrés à la réflexion préalable sur ces sujets ? Anthony Taïfé, quelle part démocratique à ces réflexions qu'on a là ? Alors, du point de vue des représentants, alors cette fois-ci du suffrage universel, il y a un premier aspect, c'est-à-dire qu'on doit avoir un débat avec toutes les dimensions de ce débat, par exemple sur la réindustrialisation. Et moi, j'interroge à ce moment-là les élus décideurs. Aux États-Unis, on décide en l'espace de 2 mois, Inflation Reduction Act, on met 300 milliards, on met le paquet sur un sujet. Mais pourquoi ne fait-on pas la même chose, voilà. Anthony Taïfé, pourquoi Aujourd'hui, on saupoudre. C'est-à-dire qu'il faut toujours ménager la chèvre et le chou. À un moment, il faut... Quand on prend des décisions, les décisions créent des dissensus. C'est la vie démocratique. Pourquoi un pays fédéral arrive-t-il à plus de résultats en moins de temps, alors qu'un pays centralisé dont la décision tombe d'en bas et normalement tombe d'en haut et devrait logiquement avoir des effets immédiats ? Pourquoi ça ne se passe pas ? Pourquoi ça se noie dans la bureaucratie ? Alors, je peux faire une réponse de professeur de droit, c'est que la répartition des prérogatives entre l'échelon fédéral et l'échelon fédéré est très claire, très nette, stabilisée depuis 2 siècles au moins. Donc, on sait très bien qui fait quoi. L'impulsion, l'État fédéral, c'est lui qui peut décider ce que va faire Trump. Il sera obligé de le faire, ce que fait le Canada, ce que fait la Chine, évidemment, selon le processus démocratique. On revient à la question des processus démocratiques. Ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet sur un certain nombre de décisions locales, par exemple d'implantation d'une entreprise. Cela a été rappelé, et je partage cette analyse. Les normes, par exemple, en matière environnementale, qui sont imposées pour l'installation d'une entreprise, elles sont... En principe, elles sont, en amont, il y a l'organisation de tout un ensemble de débats avec des associations, etc. Et ça permet de faire diffuser. Il faut aller plus loin sur ce type-là. Ce que regrettent la plupart de citoyens locaux, c'est qu'ils n'ont pas une petite part de décision. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on leur dise, sur ce petit aspect, ce qu'a fait la ville, notamment sur les budgets participatifs, ça c'est très impressionnant, comme ça implique et que ça inclut des citoyens. Certes, c'est une petite part, mais ça les oblige auparavant à participer au débat. Parce que une démocratie participative sans un tout petit aspect de décision, vous savez, ça se démobilise très rapidement parce qu'on ne voit pas ce qui reste. Et ça a été la grande erreur de Macron avec son débat national où il dit son grand débat, je vais vous suivre, et puis à la fin, il ne suit personne. Donc, on n'a pas de traduction réglementaire ou législative, ou si peu qu'on a après. Donc, je pense qu'il y a
cette manière-là de penser les choses. Et d'ailleurs, j'insiste, aux États-Unis, c'est comme ça. Dans le moindre comté, on va faire un référendum décisionnel sur tel ou tel type d'aspect. On va le faire au niveau fédéré et puis éventuellement au niveau fédéral. On ne le fait pas en France. On a tous les outils dans le Code général des collectivités territoriales. Quand est-ce qu'il y a eu une consultation des électeurs ? Tiens, par exemple, ici, sur notre territoire, sur la communauté urbaine, je pose la question. Dans le département, je pose la question. Le dégagisme, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a une forme de dégagisme parce qu'on en avait assez des partis politiques classiques, il fallait faire autre chose, voir autre chose. Ça aurait pu instaurer de nouvelles pratiques, Simon Lay. Oui, et concrètement, ça en a instauré. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un certain nombre de changements dont on ne se rend plus compte aujourd'hui, mais sur le non-cumul des mandats, etc. La première loi qui a été votée sous Emmanuel Macron, c'est quand même la suppression du régime spécial de retraite des députés, c'est quand même la suppression, le fait que quand ils ont des frais, maintenant ils vont devoir les justifier, etc. Il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a par ailleurs, en effet, des choses qui ont été tentées à la fois sur le grand débat national, sur les conventions nationales. Mais ça n'a pas pris, c'est ce que vous dit Anthony Taillefer, ça n'a pas vraiment pris. Oui, alors sur le grand débat national, je ne suis pas certain que ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que rien que le fait que les citoyens se sentent écoutés, je crois que c'est quelque chose qui a été important et je crois que c'est quand même le rôle aussi de la démocratie représentative. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de modification de la Constitution et qu'il faudra qu'on modifie la Constitution sur un certain nombre de choses. Sur les référendums, je crois aussi qu'au niveau local, c'est peut-être l'échelon le plus pertinent pour réaliser des référendums, mais encore faut-il que ces collectivités, ils aient des pouvoirs de décision. Parce que laisser par référendum le choix entre le rose ou le violet sur la couleur du mur de l'école, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'il va falloir encore une fois qu'on réfléchisse aux politiques. Et qu'est-ce que fait le politique ? Et donc, si on veut le faire au niveau des collectivités territoriales, là où, à mon sens, ça a le plus de sens pour éviter qu'on soit sur de voter pour ou contre le président, en gros, il va falloir qu'on donne de vrais choix politiques à nos élus. Et puis, peut-être faire plus de budget participatif. La ville d'Angers l'a fait, d'autres villes le font, c'est très très bien, et ça permet concrètement d'impliquer les citoyens. Après, sur le référendum national, je crois on va devoir aussi y réfléchir. Je crois que ces référendums, ils ne doivent pas être limités à oui ou non à un projet, mais peut-être à, si par exemple sur le mix énergétique, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez les différents scénarios du réseau de transport, du rapport RTE lequel vous choisissez, d'accord ? Plutôt que oui ou non, ça serait peut-être un peu moins stérile et du coup chacun serait obligé de se positionner, parce que l'une des grosses problématiques aussi dans les référendums et en règle générale dans les décisions à prendre, c'est que en effet dans les décisions vous avez soit à baisser les dépenses, notamment en ce moment, soit à augmenter les impôts. Tout le monde est contre augmenter les impôts, tout le monde est contre baisser les dépenses, mais il y a un moment donné on a une réalité. Donc peut-être que présenter des scénarios différents, c'est plus pertinent que de dire simplement oui ou non. Donc c'est peut-être la forme qu'il va falloir adopter pour les référendums. En fait, si je résume un petit peu, entre la France qui est bourrée de normes qui peuvent être dissuasives et qui donne assez peu la parole à ses citoyens, on ne peut pas dire que la démocratie ressemble à celle de la Suisse, Roch Brancourt. Je pense qu'il y a sans doute toutes ces considérations-là. Il y a aussi une chose dont les élus, à quel que soit le niveau, doivent se ressaisir, c'est moins de dogmatisme, plus de pragmatisme, plus de réalisme. Aujourd'hui, on est quand même, je suis désolé, sur pourquoi est-ce qu'on impose un rythme aussi court sur la transition écologique par dogmatisme. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un peu plus souple et plus réaliste par manque de réalisme. Donc c'est ces choses-là qu'il faut... Ça, c'est dans la C'est comment ? C'est la violence des catastrophes qui nous oblige d'aller vite. Non, en tout cas, le débat pourrait continuer. On l'a entendu ce matin. On reviendra en fait dans le Maine-et-Loire. Un grand merci. Anthony Taillefer, professeur de droit public à l'université d'Angers. Simon Lay, référent Renaissance pour le Maine-et-Loire. Roch Brancourt, vice-président Les Républicains pour la région Pays de la Loire, en charge notamment des transports. Merci à tous les trois. Merci Louis Dauphren et un grand merci à toute l'équipe de RCF Anjou pour l'accueil ici dans les studios Angevin depuis 6h30. Merci à David Mainfroy, Raphaël Delacroix, Florian Perret notamment et toute l'équipe. On reviendra, on a été très bien reçus ici à Angers. Louis, on reviendra ici. Allez, un petit crémet d'Anjou maintenant. Ah bah avec plaisir, allez en route, on va manger. Merci Pierre-Henri Paget aussi qui réalisait cette matinale.